Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Scanner qui vous parvient tous les jours quand il est 9h sur les ondes de Kavi Média. Vous êtes partout à nous suivre. Vous nous suivez également en Haute-Guinée. Vous nous suivez à Sigiri, à Mandiana, à Beila. Vous nous suivez également dans la Dijon, dans la Moyenne-Guinée, à Labé, à Koubia. Vous nous suivez également dans la capitale Conakry, un peu partout à travers les 13 communes qui composent la ville de Conakry. Merci de votre fidélité au menu de ce matin. Après plusieurs jours de négociations, le gouvernement guinéen et le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée parviennent finalement à un protocole d'accord autour de leur plateforme revendicative. Si des acquis ont été obtenus, cependant, le point nodal concernant le statut particulier des enseignants est relégué en février 2026, de quoi irriter la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation et le syndicat national de l'éducation, soutenu par des contractuels communaux non retenus et ceux de la zone spéciale de Conakry. Que contient-il ce protocole d'accord et quel impact aura-t-il dans un climat de dissension interne au sein de l'intersyndicale? Décryptage à suivre avec nos débatteurs. Et cette question, comment débarrasser la ville de Conakry de cet tas d'ordures, un défi de tous les régimes successifs en Guinée. Ce mercredi 3 décembre 2025, le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures Aboubacar Kamara a rencontré au Palais du Peuple les chefs de secteur, les conseillers de quartier ainsi que des représentants de PMI. Objectif, définir des solutions durables aux problèmes d'insalubrité qui nuit à l'image des Conakry et des environs. Peut-on lire dans les colonnes de siaminfo.com. Réussira-t-il en 3 mois à imprimer une nouvelle dynamique dans la gestion des ordures en Guinée? Nous posons le débat dans le scanner. À Sigiri, après plusieurs jours de manifestations soldées par 4 morts et des blessés graves liés au manque de carburant et la dégradation très inquiétante de l'environnement due à l'usage excessif de pelles mécaniques, pour apaiser les remous, le préfet d'Ouramodou Keïta a ordonné ce mardi la suspension immédiate de toutes les activités impliquant les machines Poclin sur l'ensemble du territoire de la préfecture. Cette mesure pourra-t-elle calmer les ardeurs dans cette zone minière très mouvementée? Nous posons également le débat dans ce scanner. Et puis, en dernière partie, nous irons en Guinée-Bissau où la Commission nationale des élections annonce une fin de non-recevoir aux recommandations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la publication de résultats issus du scrutin présidentiel et législatif. La Commission nationale des élections annonce justement de n'être pas en mesure de publier ce résultat. Il ressort que les ordinateurs utilisés pour centraliser les résultats auraient été vandalisés par des militaires. Décryptage à suivre également avec nos débatteurs. Mesdames et messieurs, voilà le menu de ce matin. Installez-vous confortablement, nous lançons les amarres. C'est parti pour 90 minutes de débat et ce matin, nous avons dans ce studio et sur ces plateaux Djenabam, bonjour et bienvenue. Bonjour Yaya Diallo, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Mohamed Loba, par ailleurs directeur de publication de siaminfo.com. Bonjour Mohamed. Bonjour Yaya Diallo, bonjour à tous. Yamoussa, Cheikh Kamara, le Golden Boy, bonjour cher ami. Bonjour Yaya, bonjour. Merci et bienvenue dans cette émission. Le quoi? Le Golden Boy. Selon lui, hein. Voilà. Et mon bonjour ce matin à Djenab Kiam. Merci. Très souriante. Et pourquoi? C'est le maître des cérémonies. Parce qu'elle est souriante. Voilà. Sinon, Yaya aussi sourit, moi également. C'est le Golden Boy, Yamsa Cheikh Kamara. Alors, pour commencer, nous l'annoncions dans les émissions précédentes, une crise qui déchire l'intersyndicale, mais tout de même un accord a été obtenu entre le gouvernement et le syndicat de l'OSLED, pour ainsi dire, d'Aboubacar Souma, sur fond des divisions, on l'a dit, Guénaboutia. Mais avant
Nous allons essayer de revenir sur le contenu de ce document et en sanctionner ces protocoles d'accord. Justement, après plusieurs jours de négociations, un accord a été trouvé entre la partie gouvernementale, le SLEG et le syndicat national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un protocole d'accord visant à apaiser les tensions qu'a connu le secteur éducatif ces derniers jours. Et l'accord a été signé ce mardi 2 décembre 2025 au ministère du Travail et de la fonction publique. Et en présence, je veux parler de la médiation du Conseil national du dialogue social et la facilitation de l'inspection générale de l'administration publique. Alors, le document porte une avancée, il faut le dire, dans l'amélioration des conditions de travail des enseignants et malgré le retrait du Sénasur. Donc, les principales résolutions sont, entre autres, la révalorisation de la prime de préparation mensuelle de 100 000 francs guinéens à 500 000 francs guinéens échelonnés comme suit. 300 000 à compter du mois de février 2025, 500 000 à compter du mois de juillet 2025. La révalorisation de la prime de crée mensuelle de 125 000 francs guinéens à 500 000 francs guinéens échelonnés comme suit. 300 000 francs guinéens à compter du mois de février 2025 et 500 000 francs guinéens à compter du mois de juillet 2026. Et parlant de la révision du statut particulier, cette révision reprendra en février 2026 parce que l'étape qui encadre l'évolution des critères des primes et des avancées des personnels, en plus avec le retrait de certaines structures syndicales, ce point n'a pas vraiment été touché. Donc le déblocage des salaires gelés des enseignants. Parmi les 3 points prioritaires, il n'y a qu'un seul point qui a été touché. Oui, justement, je suis en train de revenir d'abord sur les points de la plateforme revendicative. Donc, il s'est aussi du déblocage des salaires gelés des enseignants qui ont été suspendus depuis 2023. Donc, ils ont convenu de créer une commission bipartite chargée d'examiner les dossiers encore bloqués. Les cas justifiés devraient être régularisés d'ici la fin de ce mois, la fin du mois de décembre 2025. Donc, il y avait aussi le reclassement des enseignants, les enseignants admis aux examens professionnels, ceux de la session 2017. Ils verront leur arrêté de classement pris en charge plus tard en janvier 2026. Donc, et puis, on va parler de la situation des enseignants contractuels non retenus et ceux de la zone spéciale de Conakry. Une épineuse situation. Ah oui, justement. Donc, le gouvernement a rappelé que l'intersyndical dans la fonction, ils seront appelés pour leur intégration dans la fonction publique, mais cela se fera progressivement et par concours. Donc, à l'issue des échanges, les partis ils ont pu trouver des points et l'accord a été signé. Mais il faut rappeler que le syndicat national de l'éducation, le SNE, et la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, FSPE, rejettent cet accord signé entre le gouvernement et l'intersyndicale de l'éducation. Tout à fait. Et ils maintiennent la grève déclenchée depuis le lundi pour demander la satisfaction de la plateforme revendicative de l'intersyndicale. Et à ce niveau, on pourrait dire que la discorde est consommée au sein même de l'intersyndicale. Alors, Yamcha Cheikh Camara, ce qu'il faut dire, c'est qu'un accord est obtenu, mais l'objectif n'est pas atteint puisque la dissension elle est payante. Et nous avons suivi le coordinateur des enseignants contractuels non retenus, et ceux de la zone de Conakry, crier à la trahison tout simplement de la part d'avocats souvent du SLEG ou du SLEG tout court. Et justement, pas seulement les enseignants contractuels concernés donc par leur intégration à la fonction publique, mais il faut quand même dire que c'est toute une chaîne d'accords, même du secteur syndical, puisque la signature de ce protocole d'accord, c'est comme le disait l'autre, que la montagne a accouché de souris, puisqu'il faut quand
quand même pas perdre de vue ce qui a été posé comme préalable lors de ces négociations, ce qui a même poussé l'intersyndicale à faire des menaces d'enclencher des grèves générales et illimitées. Tout tournait autour de la signature du statut particulier. Et donc aujourd'hui, c'est beau de savoir qu'on a eu des avancées dans ces négociations-là, puisque en syndicalisme, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc, vous demandez 100, si vous avez 10, vous prenez ça, vous maintenez et puis vous revenez. Je crois que cette forme de lutte doit un peu changer. Il faut savoir ce qu'on veut, sinon à tout moment, on risque de revenir à chaque fois pour faire des revendications. Et cela ne peut pas se faire dans l'intérêt. En clair, cela ne peut pas se faire dans l'intérêt du pays. Ce que j'aimerais dire, on parle de la révalorisation de la prime de préparation mensuelle, de la révalorisation de la prime de crème mensuelle, mais aussi de la révalorisation de la prime de préparation annuelle. Donc, notamment la documentation. Documentation justement. Donc, les deux premières révalorisations, vous allez comprendre qu'elles sont fixées mensuelles, mais la dernière, c'est annuelle. En ce qui concerne le point nodal qui est la signature du statut particulier, il faut quand même comprendre que sa révision sera relancée à partir du mois de février 2026 prochain. Et donc c'est ce qui est dit dans le protocole d'accord. Mais ce protocole d'accord a été signé avec qui? Et aujourd'hui on sait la grève qui déjà a été lancée depuis la semaine, le début de la semaine. Lundi, ouais. Donc le début de la semaine a été lancé par deux mouvements syndicaux, d'accord? Il s'agit du syndicat libre, non pas du syndicat libre, de la fédération syndicale des professionnels de l'éducation qui est la FSPE, mais aussi le syndicat national de l'éducation justement qui est le SNE du Michel Pepe Balamou. Alors moi la question que je me pose, peut-on trouver d'accord dans une lutte menée par d'autres structures syndicales, puisqu'il faut quand même rappeler que le SLEG Aboubacar Souma n'est pas allé en grève. Il a refusé de joindre le mouvement des autres structures syndicales, comme quoi il y a encore du chemin à faire. Il a opté pour le dialogue. Voilà, vous avez compris, ce n'est qu'après le retrait du SNAESUR et après le déclenchement du mouvement de colère par la FSPE et le SNE qu'il y a eu signature, dès le lendemain d'ailleurs, il y a eu signature de ce protocole d'accord. Alors, où se trouve la duperie? Où se trouve la duperie dans tout ça? De la part de qui? Non, mais je pose la question. Où se trouve la duperie? On sait de la part de qui, puisque ça a été quand même une rencontre tripartite. Il faut quand même le comprendre. Il y avait les syndicalistes, il y avait le gouvernement, mais derrière, la médiation était assurée par le Conseil national du dialogue social. Alors, la duperie se trouve où? Est-ce qu'il fallait attendre le départ des autres pour au moins convaincre une seule structure syndicale qui est SLEG et procéder à la signature du protocole d'accord avec le SLEG, pensant que le SLEG est le syndicat le plus représentatif dans le secteur de l'éducation? Est-ce que c'est la question? Puisqu'il faut quand même reconnaître que le SLEG a un poids dans ce secteur de l'éducation. Alors lui, le SLEG à lui seul peut aujourd'hui faire mal. Si le SLEG s'associait aux autres mouvements syndicaux, aux autres structures syndicales, je vais dire, dans le déclenchement de cette grève, on sait ce que ça allait donner. Mais aujourd'hui, c'est devenu aujourd'hui une guerre interne, même au sein de ces structures syndicales, puisque la signature de ce protocole d'accord a créé cette division aujourd'hui au sein des structures syndicales. Vous vous rappelez, lors de la dernière réunion de restitution d'accord de même syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, on a assisté même à des bagarres entre enseignants, entre camarades syndicalistes. Tout cela dénote qu'aujourd'hui, rien ne va entre les structures syndicales du pays. Mais quelle est la cause de cette division-là? La cause, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas tombés d'accord lors des négociations. Et donc, ils se sont fraîchement, chacun a décidé finalement de trouver son propre chemin pour essayer de faire ce qui lui semble bon dans cette lutte menée syndicalement. Donc, aujourd'hui, pratiquement par là, il faut quand même dire qu'il y a une division règne, et cette division aujourd'hui est engendrée forcément, il faut appeler le chien par son nom, est engendrée
par le gouvernement, puisque le gouvernement, c'est lui le partenaire, d'accord, le principal partenaire des structures syndicales. Et donc, c'est ce gouvernement d'ailleurs qui devrait trouver des voies et moyens pour ne pas diviser ces structures syndicales, puisque à l'allure où on voit les choses, il faut quand même dire que rien n'est obtenu, puisque aujourd'hui, l'autre combat, c'est de canaliser, d'inviter les autres structures syndicales à rejoindre les rangs, d'accord, c'est-à-dire le SNE et la FSPE. Vous avez suivi récemment les déclarations qui ont été faites et par le SNE et par la FSPE. Oui. On dit que ce protocole d'accord n'engage qu'à ceux qui l'ont signé. Donc ça veut dire que les autres structures syndicales ne sont pas associées, ne sont pas également concernées. Yeah. Et derrière, vous avez vu les enseignants contractuels qui exigent, les enseignants contractuels communaux et communautaires, et ceux même de la zone spéciale de Conakry, qui depuis un bout de temps se battent pour leur intégration à la fonction publique. Notamment à un moment donné, on avait même appris que la présidence de la République s'est saisie de l'affaire pour pouvoir obtenir gain de cause en tout cas, mais sauf que depuis toutes ces annonces, on a assisté à rien. Il a fallu donc cette pression faite par l'intersyndicale de l'éducation pour connaître quelques avancées, même si ces avancées ne sont pas dignes de nom aux yeux des autres structures syndicales. Insignifiant pour les enseignants contractuels. Les enseignants contractuels également qui dénoncent un peu le caractère, je vais dire, le comportement, s'il faut dire, mafieux du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Et on voit depuis là, les jeunes enseignants contractuels sont en train de crier à la trahison de la part de la Ils menacent même de manifester dans les prochains jours. Et menacent même de débrayer eux aussi dans les prochains jours. Alors, est-ce qu'on a trouvé une solution définitive à cette histoire de la signature du statut particulier ou même à cette affaire d'intégration des enseignants contractuels communaux et ceux de la zone spéciale de Conakry? Sans délai, non négociable. C'est ce qui était inclus dans la plateforme. Non, puisqu'en ce qui concerne leur intégration à la fonction publique, il faut encore attendre le prochain concours, d'accord, concours pratique des classes même, le prochain concours. À quand ce concours-là, on se pose la question, aucun délai n'est fixé, comme pour dire que mais les contractuels s'y opposent, pour eux c'est pas un problème de concours, c'est un problème aussi. Ça ressemble, il y a un syndicaliste qui l'a dit que c'est de la poudre aux œufs, d'accord, c'est de la poudre aux œufs ce qui se passe. Yeah. Alors il faut renvoyer ces gens-là encore à un prochain concours et on dit qu'ils seront prioritaires dans l'enregistrement, mais à quand on va assister à l'ouverture d'un prochain concours pour l'intégration à la fonction publique? Yeah. Et on sait comment ça se passe les concours en Guinée. De toute façon, c'est vrai que l'arme pour le gouvernement dans le cadre de l'intégration à la fonction publique, on dit que la seule voie, c'est la voie du concours, mais on sait en ce qui concerne les enseignants contractuels, c'est que ce sont des gens qui ont déjà montré leurs limites depuis les salles de classe, et aujourd'hui, il faut encore insister là-dessus, sans le SNE, sans la FSPE, le SLEG à lui seul, je ne pense pas si il est habilité à parler au nom de toutes les structures syndicales, puisque le SLEG, c'est aussi une structure comme les autres, ce n'est pas une centrale syndicale. En effet. Alors, Mohamed, entre la nécessité d'obtenir gain de cause dans le cadre de ces revendications et le besoin de maintenir la paix sociale, on peut dire que le SLEG a raison et les autres structures syndicales n'ont pas tort. Tant qu'il y a une possibilité de dialogue, je crois qu'il faut quand même donner l'opportunité aux uns et aux autres de dialoguer, parce que c'est autour de la table, on l'a toujours dit, c'est autour de la table qu'on peut trouver une solution. Alors moi je me demande réellement contre qui et contre quoi ces deux structures syndicales se battent, parce qu'aujourd'hui ce qui a été obtenu, ce n'est pas un de moins, c'est un de plus, il faut quand même le reconnaître. Et la porte n'est pas hermétiquement ou totalement fermée vis-à-vis des négociations autour de la signature du statut particulier de l'enseignant. Ça a été juste renvoyé en 2026, notamment en février 2026. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Cela veut dire qu'il y a encore une possibilité de tomber d'accord, c'est-à-dire de paraffer d'autres accords qui viendront quand même se greffer à cet accord
qui a été récemment signé, le 2 dernier. Justement. Donc ça veut dire aujourd'hui, moi je ne comprends pas la démarche de ces deux structures syndicales, notamment le SNE et vous ne comprenez pas. Oui, mais je ne comprends pas, je parle de moi. Je ne comprends pas le fait de rejeter, c'est-à-dire ce qui a été obtenu. Est-ce que cet argent, parce qu'il s'agit de cela. Non, mais ils ne sont pas signataires. Ils n'ont pas rejeté. Non, mais ils n'ont pas rejeté. Ce que le SLEG a signé, écoutez-moi, ce que le SLEG a signé, ce n'est pas au nom du SLEG, ce n'est pas au nom des enseignants qui sont c'est là seulement affiliés au SLEG. C'est l'obtention quand même de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus, pas d'un de moins. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi l'État ne signe qu'avec le SLEG, pas avec tout le mouvement, qui a dit au SNE et à la FSPE de quitter la table de négociation? Je ne crois pas que ce soit le SLEG, encore moins le gouvernement. Le gouvernement a juste négocié avec celui qui était là. Vous parlez au nom de SIAM. Je viens en tant que directeur de publication, si je ne suis pas là, il peut y avoir un reporter. Si on peut négocier avec, je crois que ça va, parce que ça y va dans l'intérêt. Attention, Mohamed. Écoutez, vous allez peut-être comprendre que c'est un parallélisme, ce n'est pas cela. Il s'agit aujourd'hui quand même de l'intérêt de tous. Alors, cette grève qui a été enclenchée lundi passé, ça profite à qui aujourd'hui? Ça ne profite à personne. Il y avait encore une possibilité parce que toutes les cartes n'étaient pas encore jouées. Il y avait d'autres possibilités à faire quand même, Zahir, sur la table pour faire comprendre au gouvernement, voilà ce qu'on veut aujourd'hui, aidez-nous à satisfaire ces différents points de revendication. Je crois que c'est ce que le SLEG a fait. Le SLEG a juste pensé qu'il y avait encore une possibilité de trouver la solution à tous ces problèmes-là. On était unanime dessus que le gouvernement ne pouvait pas satisfaire tous les points de revendication. Mais Mohamed, là, c'est comme aller au marché. Mohamed, si tu me permets, ce qu'on reproche au SLEG, c'est qu'il y avait parmi les 12 points qui étaient inclus dans la plateforme revendicative, 3 étaient considérés comme étant prioritaires et non négociables. C'est le cas du statut particulier des enseignants, l'intégration sans condition et sans délai des enseignants contractuels, le déblocage qui est obtenu. Et puis, ni l'un ni l'autre. Donc, on n'a qu'un seul parmi les 3. Donc, c'est là où on crie un peu à la trahison. Alors, moi, je pose juste une question. Ce qui a été obtenu, est-ce une avancée ou bien est-ce que ça ramène en arrière? Non, pour les autres, c'est une avancée. C'est un verre à moitié vide. C'est une avancée. Pour les autres. Voir le verre à moitié vide, c'est quoi? C'est que ça, aujourd'hui, les conséquences, c'est sur les salles de classe. Vous l'avez remarqué aujourd'hui, si vous regardez cette grève, à part quelques perturbations à quelques endroits, vous allez comprendre que peut-être qu'elle est juste partiellement suivie. Attention, Mohamed. Je dis, elle est juste partiellement suivie. Je sais de quoi je parle. J'ai des reporters un peu partout. Oui, à l'intérieur. À l'intérieur et ici à Conakry, vous voyez des élèves qui quand même sont en train d'aller à l'école. Ça veut dire tout simplement aujourd'hui que dans un premier temps, qu'il y a des gens qui commencent à comprendre. Dans un second temps, il y a aussi de ceux qui veulent coûte que coûte aller en grève. Il y avait une possibilité de revenir sur la table des négociations et je crois que c'est ce que le SLEG a fait. Et moi, je ne vois pas une trahison à cet endroit-là, alors qu'il y avait une autre journée de négociation qui était prévue. Le SNE, la FSPE avait juste voulu, c'est-à-dire profiter de cette occasion-là et puis enclencher une grève. Une grève aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire que elle est opportune dans le paysage éducatif guinéen. Nous connaissons réellement ce que c'est quand il s'agit de la sphère éducative, surtout par rapport à l'achèvement des programmes dans les différents établissements d'enseignement de notre pays. Alors aujourd'hui, enclencher une grève, je ne vois pas que cela puisse profiter et au SNE et à la FSPE, parce que ce n'est pas dans ces salles de classe, c'est-à-dire en boudant ces salles de classe là qu'on pourrait trouver une solution. C'est un moyen de pression et c'est un droit, Mohamed. Oui, on n'a pas dit le contraire, c'est pourquoi le droit de gréver existe, c'est un droit. Mais est-ce qu'il était opportun, c'est-à-dire d'exercer ce droit?
Si. C'est la question que je pose. Oui, c'est très C'était opportun. opportun. Alors qu'il y avait, alors qu'on était encore, Très autour de la table. opportun dès l'instant où On était encore autour de la table. Non, mais ça nous Et bouge la pas. division aujourd'hui, L'opportunité et l'inopportunité, ça dépend. la perception de chacun. division aujourd'hui, Oui. cette division, c'est-à-dire quand même de la classe syndicale, renforce encore davantage le gouvernement dans sa posture. Si aujourd'hui, vous-même qui venez pour les négociations, vous n'êtes pas d'accord entre vous, mais cela, c'est comme si vous donnez l'arme à votre ennemi de vous abattre. La faute à qui? Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La faute à qui? La faute à qui? La faute à tout le monde. Bon, c'est que j'aimerais ajouter à cela, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. On l'a compris. Non, Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. On l'a compris, allez-y, Amsa. Je le comprends lorsqu'il adopte la posture d'un parent d'élève, d'accord, je comprends, je peux le comprendre de ce point de vue-là, Ouais. et parce que il faut Une conviction personnelle. Voilà, ça c'est une conviction personnelle, mais Ouais. c'est vrai que la grève, peut-être ça ne peut pas arranger une partie, mais derrière l'autre partie, il faut quand même dire que ce qui nous pousse à enclencher une grève, c'est parti quand même d'un constat. Et aujourd'hui, on a tous suivi ces négociations qui ont commencé depuis des semaines et qui n'ont pas porté fruit. Et depuis des négociations en négociation, on en a même dit ici dans ce studio, il n'y a pas ce que le porte-parole de l'intersyndicale n'a pas fait comme dénonciation dans le cadre de la lenteur de la posture, préférée, je veux dire, par le gouvernement à chaque fois qu'on se retrouve autour de la table, et puis on passe toute une journée ou même des journées sans aucune avancée. Et donc pour les autres structures, c'est comme ça les négociations. pour les autres structures syndicales, C'est comme ça les négociations. On a passé assez de temps autour des tables sans aucune suite favorable. Ouais. Donc il fallait passer à la vitesse supérieure, d'où le déclenchement de cette grève. Et c'est un droit aussi, il faut rappeler ça à Mohamed. Ils ont tout le droit d'enclencher une grève générale et limitée au cas où leur plateforme revendicative n'est pas satisfaite. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il n'allait pas satisfaire. Comme ce fut le cas. Et puis pour dire que la grève est partiellement observée, c'est vrai. Les grèves dans le secteur de l'éducation ont toujours été partiellement observées. Pas toujours. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je dis toujours, et j'ai la preuve parce que au niveau du secteur privé, vous conviendrez avec moi que les grèves souvent ont peu d'impact sur le secteur privé que sur le secteur public. Allez-y faire un tour à l'intérieur du pays. Depuis la journée du lundi, on a vu, même sur tous les médias sont unanimes là-dessus. Les médias sont unanimes là-dessus. Ça a eu une paralysie partielle. Il y a eu une paralysie partielle. Oui. Mais même moi dans ce studio, j'avais dit du côté du privé, il y avait des cours. Mais sauf que dans l'affluence était là. L'affluence était là, mais sauf que dans le public, il y avait un impact. Alors, cette division profite à qui? Ou la grève profite à qui? Moi, je réponds par dire que la grève ne profite à personne. Mais vous l'avez rappelé, vous avez bien fait Yaya de rappeler à Mohamed que parmi les points prioritaires ou déclarés non négociables, on a obtenu qu'un seul. Et ça aussi, ce n'est pas une obtention à 100%, puisqu'il faut attendre sa faisabilité. D'accord? Un long processus. Voilà, son application. Ouais. Parce que c'est un long processus, vous l'avez rappelé. Alors, si le point principal, vous l'avez dit, le point qui a fait beaucoup plus de bruit, c'est la signature du statut particulier. Justement. Mais aussi l'intégration des anciens contractuels communaux. Et si au-delà de ces deux points principaux, on met cela à côté, et puis on essaye de venir pour revaloriser les primes de crédit, les primes de préparation et les primes de documentation annuelles. Moi je me dis sur quelle base cette revendication ou cette plateforme revendicative est portée. Alors mais si cela fait partie de la signature. Oui, la signature du statut particulier. Alors pourquoi ne pas privilégier le point nodal qui est la signature du statut particulier, laisser ce point principal pour dire que oui, on va essayer de revaloriser les primes de crédit la prime de crédit qui est à 100 000, de 100 000 on va passer à 500 000 francs. C'est pour juste amadouer
moi je trouve cette théorie comme une façon d'amadouer les syndicalistes pour dire... Comme ça, mais c'est dans 2 mois. Voilà, c'est ça. Je vous rappelle que depuis des mois, il a été même mis en place un comité technique de rélecture de ce statut particulier, à la tête Aboubacar Souma lui-même. D'accord? Je vous rappelle cela. Et donc, c'était lui le président du comité de rélecture de ce statut particulier. Donc, c'est celui-là qui a aujourd'hui une connaissance accrue de ce projet de révision de statut particulier aujourd'hui. Donc, moi, je ne comprends pas le paradoxe, il se trouve où? Et c'est ce même président du comité technique de rélecture de ce projet de révision de statut particulier. En toute connaissance de cause. En toute connaissance de cause, qui refuse de suivre le mouvement, et pour dire comme quoi qu'il a obtenu des avancées qui tournent, mais ce que je ne comprends pas, qui ne tournent pas autour. On évolue, on a beaucoup de choses à dire. Des avancées qui font également partie. L'intégration des enseignants contractuels. Et dans le cas des enseignants, de l'intégration des enseignants contractuels communaux au sein de la zone spéciale de Conakry, vous avez vu le résumé, ce qui a été décidé dans ce protocole, d'accord? Donc, ce que veut dire encore qu'il n'a aucune assurance en ce qui concerne leur intégration à la fonction publique, puisqu'il faut continuer encore à attendre à un concours dont nous ne connaissons même pas le délai. À quel moment ceux-là vont intégrer la fonction publique? À quel moment le gouvernement ou les autorités vont fixer la date de l'intégration à la fonction publique? Il y a un véritable problème. La grève n'arrange pas. Comme ça n'est pas le seul dans le studio, je voulais juste placer ceci. Enfin, si vous permettez. Allez-y. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui, quand on parle de statut particulier. En fait, le statut particulier de l'éducation ou de l'enseignant est un ensemble de règles juridiques, il faut le dire. Et ce qui a été obtenu fait partie également du statut particulier. Aujourd'hui, on a l'impression, si on ne fait pas attention, on risque vraiment d'être contradictoire, c'est-à-dire dire quelque chose et se dire. Et malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui, notamment concernant le cas des enseignants contractuels qui n'ont pas été retenus. Il y a eu, disons, concours qui a été passé et finalement, certains ont été retenus et d'autres non. En cours, tout le monde ne peut pas être retenu. Absolument. On est aussi d'accord. Les résultats ont été rendus publics. Ici, nous avons vu combien de gens ont été retenus et combien n'ont pas été retenus. Si vous regardez, c'est-à-dire la liste de l'ensemble des candidats, vous allez comprendre quand même que la majorité a été retenue. Alors, ces gens-là ont été évalués. Ils ont été recalés et finalement ils ont décidé, c'est-à-dire de s'ériger quand même contre cette décision de ne pas les prendre. Que la zone de Conakry n'était pas concernée. Attention, quand on parle d'enseignants contractuels, c'est sur l'ensemble du territoire d'abord. Quand on parle de ce concours-là, ça a presque concerné ceci-là. Nous savons réellement ce qui s'est passé et certains même se sont retrouvés en prison de revendication en revendication, parfois même aller au-delà de la limite de leurs droits, de leurs droits qu'ils estimaient réclamer. Ce qu'il faut aujourd'hui souligner, ce qui a été obtenu, ce n'est pas que pour le SLEG. Moi, je ne parle pas au nom du SLEG. Je ne suis pas un membre du SLEG et je ne parle pas au nom du SLEG. Mais ce qui a été obtenu aujourd'hui, il faut dire que c'est une avancée. Le gouvernement n'a pas encore fermé la porte aux négociations. On pouvait comprendre si le gouvernement avait écarté le projet de statut particulier. Personne n'a dit à ces deux structures syndicales de quitter la table de négociation. Il était encore prévu d'autres journées de négociation. Il fallait au moins attendre d'épuiser toutes les voies de recours pour enclencher une grève. Oui. Justement, en fait, ce que j'aimerais que Chia Moussa Cheikh comprenne, la signature du statut particulier de l'éducation n'a pas été écartée. Elle a été amorcée mais pas achevée et elle va se poursuivre en février 2026. C'est ce qui a dit l'accord. C'est écrit dans l'accord noir sur blanc, qui a été signé. Voilà. Et donc, est-ce que cette grève déclenchée par ces deux structures syndicales pourrait impacter
l'accord déjà signé. C'est toute la question. Voilà. Dans un climat de division surtout. En fait, moi, ce que j'aimerais dire à ces enseignants en grève, ils ont attendu assez longtemps. Je pense que la plateforme revendicative a été déposée depuis 2023. Attendre janvier, février, et puis aller pour d'autres négociations afin d'obtenir gain de cause, c'est ce qui est mieux, vu qu'ils ont quitté d'eux-mêmes la table. Et je vais me dire qu'ils ont manqué de patience. Il fallait attendre la fin des négociations. Mais je ne peux pas parler à ton nom si tu n'es pas présent. Tu vois, tu as besoin de quelque chose, tu te précipites, tu quittes la table et après tu vas revendiquer. Mais vous pensez qu'ils se sont précipités? Non, mais attention. Oui, moi je me dis qu'ils se sont précipités puisqu'ils n'ont pas attendu la fin des négociations. Alors, négociations. moi, je te rappelle que depuis les vacances dernières, d'accord, le point de revendication principal, c'était la signature de ce statut particulier. Depuis 2023, Moussa, nous sommes tous d'accord dessus. Je parle de 2023 d'abord. Mais récemment, la dernière revendication qui a porté lors des vacances, la signature devrait être faite avant la rentrée des classes. Et c'était ça la première revendication. Et donc, les syndicalistes ont attendu. La patience que vous parlez, ils ont patienté. Alors, disons qu'on se retrouve autour de la table, autour d'un point principal que l'on a annoncé non négociable. Et après, on vous dit, prenez les primes de crédit et de préparation. Et après, en ce qui concerne votre revendication principale, on va revenir sur ça à partir de l'année prochaine. Est-ce que cela veut dire et surtout, que la plateforme ne sera jamais c'est l'accord, c'est point on évolue chaque camarade, comment débarrasser la ville de Conakry de cet état d'ordure, un défi de tous les régimes successifs en Guinée. Ce mercredi 3 décembre 2025, le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, Aboubacar Camara, rencontré au Palais du Peuple, chef de secteur, conseil de quartier ainsi que de représentants de PMU. Objectif, définir des solutions durables aux problèmes d'insalubrité qui nuit la ville de Conakry et de ses environs. Peut-on lire dans les colonnes de siaminfo.com. Réussira-t-il en 3 mois à imprimer une nouvelle dynamique dans la gestion des ordures en Guinée? Nous posons le débat dans le scanner Mohamed Loba. À l'espace de 3 mois, la lutte contre l'insalubrité va se multiplier. Il faut quand même lire sur le terrain. Et le gouvernement, aujourd'hui, le ministre des Hydrocarbures, de l'hydraulique, il a rappelé, c'est une instruction ferme du président même de la République, de finir avec le problème, disons, d'insalubrité dans notre pays. Alors aujourd'hui, beaucoup vont se demander, est-ce que le gouvernement a un bâton magique de venir quand même à bout de ces différentes montagnes d'ordures quand même qui, disons, montrent leur suprématie à travers la capitale. Qui envahissent la ville. Évidemment, Conakry aujourd'hui quand même se retrouve sous le poids de ces ordures-là. Conakry coincé sous le poids de ces ordures de tout genre, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, on a vu que plusieurs solutions s'étaient quand même offertes, disons, au gouvernement, où le gouvernement s'était offert à plusieurs, disons, solutions pour finir avec ce problème, sauf que malheureusement ça continue, ça perdure et de solution en solution on finit quand même par définir, disons, un délai dans lequel on compte quand même parvenir à bout de cette montagne, de ces montagnes d'ordures, parce qu'elles sont très nombreuses. Il ne faut pas seulement regarder celles qui se trouvent à Dar es Salaam. Oui. Donc hier, le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a pris part à cette rencontre-là, qui a mobilisé les chefs de quartier, les chefs de secteur et également les responsables des PME. Alors ce sont quand même des acteurs aujourd'hui clés dans cette lutte contre l'insalubrité en République de Guinée. Il a rappelé cette instruction du gouvernement, du président de la transition, et il dit que ce délai, ils vont quand même essayer de tout faire, tenter le tout pour le tout, de parvenir réellement à s'offrir une solution définitive de sortie et quand même d'insalubrité. Est-ce que Conakry va ressembler à Kigali ou Conakry va ressembler à Nairobi? On attendra de voir réellement au bout de ces 3 mois ce qui va quand même, disons, ce que l'image de Conakry va nous présenter. Il faut dire que des week-ends d'assainissement, et on
on parvient quand même à ce délai-là. Et il faut dire qu'avec l'implication des différentes communes, nous voyons quand même qu'il y avait quelques points, surtout considérés comme des points noirs, où des citoyens venaient quand même déverser des ordures, avec l'interpellation en cascade de ces hors-la-loi, parce qu'il faut quand même les appeler comme ça. Il est interdit formellement de jeter des ordures à ces endroits-là, et des personnes qui aujourd'hui s'avèrent comme étant des contrevenants, aujourd'hui s'exposent quand même notamment à des interpellations en cascade, et surtout parfois même sanctionnées par des gardes à vue. Il faut aujourd'hui dire que pour le ministre, pour relever ce défi, il faut impliquer ces différents acteurs-là, et je crois que pour cette chaîne, et ces acteurs, comment cela va se passer, les règles ont été définies, et c'était une première rencontre. Sûrement peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est pourquoi le Palais du Peuple avait été choisi, parce que c'est un grand espace quand même qui pouvait abriter tout le monde. Et devant ces acteurs-là, le ministre qui a pris la parole, il a été clair notamment sur le rôle que doivent jouer ces différents acteurs, notamment les chefs de quartier, les chefs de secteur, par rapport à ces ordures qui se retrouvent sur la place publique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et souvent, on a dénoncé ici, c'est-à-dire le silence coupable de ces responsables de quartier-là, parce que ça se passe quand même dans leur juridiction. Il n'y a pas de réaction, et finalement cette inaction permet à ces citoyens-là de se renforcer dans leur élan de continuer à déverser des ordures. C'est un problème d'organisation, Mohamed. D'abord, dans un premier temps, et de l'autre côté, il y a ce problème aussi logistique. Il faut pas le masquer. Il y a ce problème logistique, parce que si on est un peu aujourd'hui les différentes mairies à qui quand même on avait confié en partie la gestion de ces ordures, notamment des camions, tout et autres, vous allez comprendre qu'il y a un véritable problème logistique à ce niveau-là. Comment aujourd'hui finir avec cette question d'insalubrité-là? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, et c'est au gouvernement maintenant de savoir comment redéfinir les choses et aller réellement en profondeur dans cette question de lutte contre l'insalubrité. Yam Chaché Camara, le problème structurel, et on a besoin des mesures aussi structurelles et appropriées. Ce n'est pas la première rencontre. Le ministre avait rencontré aussi toutes les mairies, vous vous rappelez très bien, où il avait même évoqué la mise en place prochaine de certaines caméras de surveillance, ce qui nous a rappelé quand même Guillaume Having, vous vous rappelez effectivement, dans les différentes salles de classe. Il y avait aussi une police aussi environnementale qui était, si vous voulez, annoncée dans ce cadre-là. Est-ce que ce qui nous intéresse surtout, c'est le délai en 3 mois, en dépit de tout ce que nous connaissons dans notre pays, parce que c'est une gangrène, la gestion des ordures aujourd'hui. Est-ce que Boubacar Camara réussira ce pari, Yam Chaché? C'est toute la question. En tout cas, moi, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans vos différents quartiers. Mais chez nous, dans mon quartier, je veux dire, on assiste à un retour en arrière dans la gestion des ordures. Aujourd'hui, depuis le retrait des bacs à ordures dans sur les différents points, il faut quand même dire que la méthode utilisée par les chefs de quartier, les chefs de secteur n'est pas quand même la bonne, moi, à mes yeux, puisqu'aujourd'hui on rentre dans les quartiers pour crier, pour alerter, pour informer les populations, pour dire que le camion est là, sortez vos ordures. Et puis notamment c'est les chefs de secteur et les conseils de quartier qui le font, c'est-à-dire on rentre dans les quartiers pour battre campagne comme quoi le camion est garé de l'autre côté, puisqu'il faut quand même comprendre, il est interdit aux gens de déverser les ordures dans les points qui étaient indiqués aujourd'hui. Et il n'existe pas de bacs à ordures. L'intervention des PMU. Il n'existe pas de bacs à ordures. Alors aujourd'hui, des camions qui viennent pour ramasser les ordures ne viennent pas aussi à temps. Et donc, il faut quand même comprendre que l'heure n'est même pas respectée. À tout moment, parfois, on vient à 8h, des fois à 9h, 10h, 11h. Et ce sont des chefs de secteur, des chefs de quartier qui viennent battre campagne pour demander aux habitants de sortir les ordures, puisque le camion doit
poursuivre son chemin. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette méthode quand même n'est pas rassurante vis-à-vis de tout ce qui a été fait dans le cadre de la lutte contre les ordures dans notre pays. On en parle depuis le temps de l'ancien régime, depuis le temps Alpha Condé. On a assisté à des initiatives présidentielles ici dans ce même cadre. On a assisté à un moment ici où les derniers samedis étaient consacrés à l'assainissement, et on est venu avec le régime CNRD, avec Mori Condé à l'époque, au ministère de l'administration du territoire, cette initiative. Parce que l'ANASP relève du ministère de l'administration. Avec l'ANASP également. Et donc, les premiers samedis, finalement, ont été choisis aussi. Donc, du dernier samedi de chaque mois, on est venu au premier samedi, mais ça n'a pas porté. Et aujourd'hui, les ordures persistent. Et vous allez comprendre que, selon les infos, qu'aujourd'hui, le contrat qui était géré d'une part par la société Al-Bayrak a été aussi retiré, d'où le retrait de ces bacs à ordures, parce qu'à un moment donné, vous allez comprendre que tous les points, les carrefours, les grands carrefours et même les petits carrefours, il y avait des bacs à ordures partout. Donc quand même, ça permettait aux citoyens de faire quelques actes civiques pour au moins, même si, en tout cas à la présence des bacs à dans une anarchie totale. Oui, c'était dans une anarchie totale, mais quand même à la présence des bacs à ordures. Des bacs à ordures aussi qui ont, disons, contribué à beaucoup. Il y avait des citoyens au moins qui pouvaient quand même venir poser des ordures là. Mais maintenant, là, ces bacs à ordures n'existent plus, et on ne sait pas pourquoi. Est-ce que ces bacs à ordures n'ont pas aussi pu faire l'affaire dans le cadre de la gestion des ordures? Maintenant, justement, la réponse a été apportée, c'était de pousser les citoyens, les ménages, à s'abonner au PME. C'était ça aussi la politique. C'est tout un processus. On connaît le Guinéen et sa mentalité aujourd'hui, excusez-moi. On n'est plus à ce stade-là. Excusez-moi du terme, mais malgré de multiples campagnes de sensibilisation... Il faut que ça change, Yamoussa. Écoutez-moi, malgré de multiples campagnes de sensibilisation qui ont été faites, il faut quand même dire qu'il y a du défi à relever de ce point de vue-là, de ce cadre-là. En ce qui concerne l'abonnement au PME, c'est tout un problème aujourd'hui. Il faut quand même le dire. Les gens ne sont pas y habitués. Dans les quartiers, quels sont les ménages qui sont vous allez comprendre que dans les 90%, vous ne pouvez pas voir 10% qui sont abonnés au PME. C'est vrai, il faut continuer. Alors, qu'est-ce que tu voulais qu'on continue dans la gratuité? À multiplier davantage des campagnes de sensibilisation, c'est vrai. C'est pourquoi le ministre a dit hier, il a dit clairement que dans ce secteur, il faut un changement. Et ce changement doit intervenir de la base au sommet. Alors, la base, ça c'est les citoyens, forcément. Au sommet, c'est des autorités. C'est l'État. Si l'État ne propose pas des moyens adéquats permettant aux citoyens, ne serait-ce que s'abonner même au PME, vous allez comprendre qu'il va y avoir de problèmes. Il ne faut pas se limiter seulement à des simples sorties médiatiques pour dire qu'en 3 mois, on peut en finir avec les ordures à Conakry. Vous savez, tout comme moi, que c'est un défi impossible. Avec tout ce qui se passe en matière de... C'est le gouvernement qui a fixé le délai. On va l'observer. C'est une instruction du président de la transition. C'est une instruction du président de la transition. Et donc, la feuille de route de monsieur le ministre de l'hydraulique et des hydrocarbures va s'étaler sur cette instruction donnée par le président de la transition dans ce cas de figure. Mais on le sait, 3 mois, c'est 90 jours quand même. Avec tout cet tas d'immondices qui se trouvent un peu partout dans les 4 coins de la capitale, sans citer les villes environnantes, vous allez comprendre que... le problème n'est pas conjoncturel. C'est un problème. Voilà, c'est structurel. Non, mais c'est structurel. C'est pourquoi je parle. Si nous voulons une solution pérenne, et durable, puisqu'il faut quand même dire que des initiatives ont été entreprises, mais il n'y a pas eu solution. Alors, nous sommes toujours à la recherche des solutions durables, et donc il faut structurer ce secteur-là. Et donc, derrière les citoyens qui sont concernés, qui jettent des ordures, il faut une sensibilisation à leur niveau. Des sensibilisations, ça a été fait, mais s'il faut même, il faut une formation de ces citoyens
à la base. Ouais. Et derrière, l'État doit mobiliser des moyens, pas n'importe lesquels, mais des moyens colossaux pour Bien. pouvoir vraiment en finir avec ce problème. Sinon, si l'on s'en tient qu'à des déclarations, qu'à des prises de décisions à la volée, Yam on ça, ne pourra pas trouver solution Cheikh, qu'on cherche pour ce Camara. problème. Dieynaba Thiam, il faut qu'on s'abonne. Il faut que les citoyens puissent quand même apprendre que aujourd'hui la gestion des ordures exige encore une fois un sacrifice. Donc c'est comme de l'électricité. Il faut payer pour sa gestion et il faut fondamentalement s'abonner. C'est pas payer pour sa gestion le problème, mais est-ce que les PME vont respecter leur part du contrat? C'est ça le problème. Ah, vous êtes confronté à un problème comme ça. Justement, Allez-y. moi chez moi, on est abonné au PME, mais il passe une fois dans le Très bien. Et des fois, le mois, il s'écoule complètement, on ne voit personne. Les ordures sont là. Et ils réclament de l'argent à la fin du Oui, mois. justement, ils réclament de l'argent, il y a un reçu qui est... Mais eux-mêmes, ils ne passent pas pour la collecte des ordures. Ouais. Pourtant, lors du paiement, on vous dit qu'ils vont passer 2 fois dans la semaine. Donc, de 2 fois dans la semaine, on vient à un mois, à une fois dans le mois, et après, on ne les voit plus. Un Cela problème. n'encourage pas les citoyens à vraiment s'acquitter, à payer au niveau Et plus loin de PME. s'abonner, surtout quand c'est Oui, comme justement, ça. ça n'encourage pas du tout. Donc, c'est là tout doit commencer. Il faudrait essayer de régulariser le passage des PME dans les ménages pour la collecte des ordures. Parce que moi, je ne peux pas continuer de payer 60 000 francs, parce que dans mon quartier, c'est ça. 60 000 francs à la fin de chaque mois. Et puis, tu te retrouves avec des ordures. Et ce que Cheikh a dit, c'est vrai, il y a des camions qui passent actuellement, mais venez, mettez vos ordures. Ben, c'est pas tout le monde qui passe la journée à la maison. Ouais. Ça veut dire que si tu rates le camion, tu gardes tes ordures. Absolument. Donc, voilà, et cette manière de collecter les ordures, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne. Il faut essayer de régulariser le passage des PME. Ça, c'est la méthode des mairies. Hein, Allez-y, Il allez-y. faut Et même les PME. Oh, on a fini, c'est bon. Il y a Moussa. Je vais ajouter ça rapidement. Même Non, les tu ne peux PME pas rajouter ça rapidement. Non, c'est juste, Moussa Cheikh. c'est juste une précision. Même les PME là, Quand on dialogue, vous êtes alerté. Hein? même les PME là qui collectent des ordures dans les quartiers où elles les déversent. Bon, Allez-y. ça, en tout cas, nous, à ce qui nous concerne, nous allons payer au niveau des PME qu'ils passent récupérer nos ordures. Ah, c'est à l'attention de, Voilà, et après... de la coordination nationale des acteurs d'assainissement des Guinéens. Après, Ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est pourquoi on a interpellé ne le coupez pas gouvernement. la parole. Absolument. Vas-y, Ne coupez pas la parole. Vas-y. Donc, je parlais de la régularisation du passage des PME et une gestion. Ils n'ont qu'à revoir la gestion des ordures en Guinée. Ils avaient mis en place une collecte des déchets plastiques. La population envoie les déchets plastiques. En échange, je crois, c'était des kilos de riz. Hein. Et donc, aller vers des initiatives C'est un comme fait pas ça. ça. Les sacs de riz. Oui. Oui, donc, des Des initiatives... kilos de riz, pas des sacs. Ok. Voilà. C'est des kilos de riz. C'est des kilos de 5 riz. à 10. Voilà. Donc, c'était pas mal parce que ça avait quand même un peu réduit la présence des déchets plastiques dans les quartiers. Oui, il faut le dire. Pendant c'est ce vous qui temps, le dites. Par endroit. oui, pendant ce temps, Ok. il y avait eu une petite baisse quand même. Et donc, s'il y a des initiatives comme ça, par exemple, on recrute des jeunes qui vont passer dans les ménages pour prendre les ordures, même si par passage vous payez sur place là-bas, mais juste il faut que ça soit régulier afin que les gens arrêtent de venir à déverser les ordures dehors et quand même essayer de désengorger les points noirs. Bien. Pour enfin qu'on quitte dans ce cadre de gestion des ordures. Mais en tout cas, je ne crois pas si l'État pourra gérer en 3 mois les ordures en Guinée. Ah oui. Alors la question Ben, reste on dit posée. Nous sommes si pris par le temps. si On quelqu'un marque te une dit pause. la nuit, On il est revient beau, dans il un fera jour. Jonché d'ordures, Cette il faut émission. le reconnaître. Presse, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa,
simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son goût. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez
désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application. Dernière ligne droite de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci de nous pratiquer un peu partout. Je vous l'annonçais au sommaire de cette émission. À Sigri, à plusieurs jours de manifestations soldées par 2 cas de morts et de blessés graves liés au manque de carburant et la dégradation très inquiétante de l'environnement due à l'usage excessif de pelles mécaniques. Pour apaiser les remous sociaux, le préfet Doramodou Keïta a ordonné ce matin la suspension immédiate de toutes les activités impliquant les machines Poclin sur l'ensemble de la préfecture. Cette mesure pourra-t-elle calmer les ardeurs dans cette zone? On se pose la question dans cette émission. Mohamed Loba. C'est une décision de, de la préfecture. Une décision de la préfecture, justement. Voilà. Alors, cette décision intervient dans un contexte où les autorités locales souhaitent mieux encadrer l'exploitation minière et limiter les impacts environnementaux liés à l'utilisation de ces engins lourds. Alors, selon le communiqué préfectoral, cette mesure vise à assurer du coup une meilleure régulation des activités extractives et à préserver l'environnement face au risque d'exploitation anarchique. Donc les machines Poclin dont on parle sont fréquemment utilisées dans les opérations d'extraction, vous allez le comprendre, artisanales ou semi-industrielles, et sont souvent au cœur des polémiques en raison de leur contribution à la dégradation des sols, dit-on, à l'ensablement des cours d'eau et à la destruction des terres agricoles. Vous avez suivi récemment des manifestations qui ont éclaté, notamment le 28 novembre dernier, et dont nous, selon les informations, des manifestations qui ont coûté la vie à des citoyens. À une personne, voilà, un cas de mort signalé et puis des cas de blessés également. Et donc, il fallait donc une réaction, s'il faut dire proactive même. Justement, avec des nombreux blessés aussi, et des arrestations. Voilà, des autorités préfectorales pour essayer de calmer les ardeurs. Et si vous allez comprendre, depuis la prise de cette décision, depuis ce communiqué, en tout cas de part et d'autre sur la toile, on essaye quand même de part et d'autre, il y a des appréciations qui sont là, puisque derrière, ce sont des Chinois qui sont pointés du doigt. Encore. Alors, des Chinois qui sont pointés du doigt. Oui, mais c'est pour eux, c'est machine, la plupart. Pour eux, c'est machine. Et même le véhicule qui a été incendié lors de la manifestation appartenait à un groupe, selon les informations, à un groupe de Chinois. Alors, dans sa déclaration, le colonel Ibrahima Doramodou Keïta est resté ferme et il a rappelé que toutes les activités liées à l'exploitation minière illégale sont interdites, et ce jusqu'à nouvel ordre. Donc cette décision est prise, il l'a dit, par lui-même, avant que d'autres justement ne s'en chargent. Donc s'il s'agissait justement d'une société minière industrielle, les jeunes, selon lui, auraient pu être recrutés. Mais cette autre manière de faire est une perte. Donc il a donné 72 heures environ à ces sociétés-là dans le cadre de l'utilisation de ces machines-là. Donc cette suspension, selon la décision, selon le communiqué, devrait permettre aux autorités d'évaluer plus précisément l'étendue des dommages causés, je vais dire, par ces équipements, et de définir des nouvelles orientations en matière de gestion minière. Donc, naturellement, des consultations pourraient être engagées avec les acteurs locaux exploitants, des communautés riveraines et même services techniques en vue d'une exploitation plus respectueuse des normes environnementaux. Mais en attendant, il y a des nouvelles instructions. Toute utilisation des machines Poclin dans la préfecture de Sigiri est strictement interdite, je vais dire, et les contrevenants pourront s'exposer aux sanctions prévues par la réglementation
en vigueur. Donc aujourd'hui, la dégradation de l'environnement, c'est ce qui attire l'attention de l'autre côté, et vous allez comprendre que ça c'est quelque chose quand même qui peut vraiment s'élargir sur d'autres préfectures, notamment pas seulement Séguérine. Mandiana est cité naturellement. Récemment, on parlait avec l'utilisation des produits chimiques qui causaient aussi la dégradation de l'environnement. On parlait des menaces qui tournaient autour. Notamment le risque de la disparition du fleuve Bafing. Du fleuve Bafing, des risques, des menaces qui tournaient autour de la faune et flore exactement, et tout ça. À cela s'ajoute l'utilisation de ces machines lourdes-là, mais sauf que la population de Sigiri s'est levée, et on sait, Sigiri c'est une zone aurifère, et souvent, par excellence, les manifestations de rue, on sait comment ça se solde souvent, parce que derrière, ils n'ont pas, cette notion de manifestation pacifique. La plupart des manifestations qui sont effectuées dans ces zones-là, on sait comment elles sont soldées. Alors, si cette décision peut-être être prise comme un ordre abusif de la part de ces sociétés étrangères, mais quand même, il faut dire que depuis ce communiqué du préfet, il y a quand même un accalmie de ce côté-là. Oui. Alors, Djenab Cham, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, Sigiri, ce n'est pas la première fois. Tous les jours, ce sont des mouvements qui sont quelquefois très légitimes. On parle de l'environnement. Aujourd'hui, la dégradation, elle est très poussée. Dans ces endroits, on ne peut plus parler de l'agriculture, alors qu'en réalité, ce sont des choses qui devraient être justement prises en compte par ces différentes sociétés qui exploitent de ces côtés-là. Et les autorités locales sont tenues obligées de faire respecter justement un certain nombre de décisions. Donc c'est vrai que ce sont des manifestations qui se soldent par cas de mort, quelquefois violentes, mais la réclamation, elle est légitime. Il faut que l'État, à travers ses services, puisse se bouger pour pouvoir faire respecter, ne serait-ce que le code minier guinéen. La population, à la base, ne devait même pas être la première à se lever. L'État devait avoir le contrôle sur les sociétés qui sont présentes sur son territoire. À Sigiri, il y a comme la revendication des jeunes, comme ils le disent, c'est une exploitation anarchique, et la présence anarchique clandestine, on peut dire comme ça, et avec ces machines qui dégradent aussi rapidement l'environnement, et cela met en danger l'avenir de la région en quelque sorte, puisque Cheikh l'a dit, ce n'est pas que Sigiri qui est concerné. Et ces revendications, elles sont normales, même si la population de ce côté ne va pas par des... Ce qu'il faut, c'est le caractère violent seulement. Oui, voilà, c'est le caractère violent. La revendication n'est jamais pacifique de ce côté. Quand ils sortent, c'est toujours, on va toujours vers une manifestation sanglante, ou en tout cas qui destructrice, pardon, justement. Je voulais dire. Oui. Et j'espère que la décision du préfet, c'est le préfet, hein, sera respectée. En tout cas, les arrestations effectuées, ils ont été libérés, puisque il y a leur leader, un certain Aliou Cham, qui avait été arrêté, qui a été libéré, et les autres jeunes aussi qui ont été arrêtés avaient été libérés selon les jeunes présents à Sigiri. Et donc après cette décision, il y a eu de l'accalmie. Ils ont obtenu gain de cause en espérant que la décision sera respectée. Et en plus de ça, il faut, comme il l'a dit, ils vont aller pour voir les dommages causés sur le terrain. Oui. Il faut le faire assez rapidement et aller vers des prises de solutions, des mesures. Justement. Voilà, pour limiter les dégâts que cela a causés, et pourquoi pas aller vers une réparation. Mohamed, on en parle toujours et à tout moment en ce qui concerne les événements au niveau de Sigiri. C'est vrai que c'est une zone minière, mais aujourd'hui, le problème pourrait être beaucoup plus administratif que minier.
Oui, le problème de Sigiri, quand même, s'avère très épineux, il faut le dire. Sigiri qui semble aujourd'hui être une république dans une autre république, à travers je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Nous avons des correspondants qui sont à Sigiri, mais si vous regardez les images qui nous proviennent de Sigiri, vous parlez d'un cas de mort. C'est le quotidien des Sigirika. C'est une réalité malheureuse qu'il faut quand même dénoncer. Rares sont des journées qui avec des images insoutenables, évidemment, rares sont des journées qui passent à Sigiri sans qu'on y assiste à des cas d'assassinat ciblés, parfois des personnes qui sont avec de l'or, qui sont souvent ciblées et autres, des convoyeurs. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. C'est un véritable souci aujourd'hui et vous allez comprendre que ce n'est pas la première fois qu'on interdise l'utilisation de ces machines Poquelin. Si ce n'est même pas une 6e ou 7e interdiction maintenant, donc à chaque fois vous allez comprendre qu'en partie il y a même des autorités qui sont complices, parfois qui priorisent ou certains au détriment des autres. Et c'est ce qui fait que souvent C'est ce qui fait que souvent les décisions prises au haut niveau, c'est-à-dire que ce sont des décisions parfois qui peinent à se faire respecter sur le terrain. La dernière interdiction faite, c'était celle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui avait quand même fait ce constat amer, notamment sur la dégradation de l'environnement. Et l'élection avait suivi quand même ce constat-là. Et nous savons ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on revienne encore sur l'utilisation de ces machines Poquelin. Donc moi, ça va être très, très difficile. Il faut quand même peut-être voir la réalité du terrain pour peut-être prendre certaines mesures là. Et on sait pertinemment que ça va continuer. Et parfois, il y a des gens qui partent nuitamment, je dis bien nuitamment, pour l'exploitation de ces différents sites. Justement. Et vous voyez, avec toute l'insécurité qui accompagne cela. Absolument. C'est pourquoi on assiste non seulement à des éboulements en cascade et avec disons, des terres qui se referment sur des citoyens, notamment qui viennent chercher de l'or. Il y a des cas de règlement de comptes. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité quand même pour les autorités, je parle même du gouvernement en général, de revoir un peu le cas de Sigiri, notamment aussi et par rapport à l'exploitation minière. Parce que ce n'est pas aujourd'hui le cas de Sigiri. Si vous regardez aujourd'hui, c'est toute la Guinée. Parce que quand on parle de l'exploitation minière artisanale, il faut même, au-delà même de ça, même pour l'exploitation conventionnelle, c'est-à-dire l'exploitation avec des grandes sociétés, aujourd'hui on a de véritables problèmes de compensation, notamment par rapport même aux biodiversités. Il y a un véritable souci. La dernière fois, on parlait d'une très grande société du côté de Bokeh, que je vais taire le nom, par rapport à cette mesure de compensation. Et souvent, on a tendance à aujourd'hui ne plus voir des mangroves quand même qui continuent dans ce sens-là, parce qu'elles sont détruites. Il n'y a pas de mesure compensatoire. Catastrophe écologique. Il n'y a pas de mesure compensatoire. Il faut aller du côté de Sangaredi pour voir comment les habitants vivent de ce côté-là, du côté de Bokeh, qui aujourd'hui s'avère quand même comme étant le centre même quand on parle de l'exploitation minière. Et même la ville de Bokeh n'est pas développée. Annoncé zone spéciale économique sous Alpha Condé. Évidemment. Donc c'est un véritable souci aujourd'hui environnemental. Et à côté, il y a le projet Simandou. On en disait dans ce studio, il faut prendre en compte l'aspect environnemental, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de véritables soucis, notamment par rapport à ce qu'on appelle l'effet de gaz de serre. Et vous allez comprendre que c'est le réchauffement climatique. C'est un véritable souci pour nos gouvernants. Alors pour le cas de Sigiri, Mandiana et autres, il faut que le gouvernement essaye quand même de revoir sa stratégie et surtout et permettre quand même à ce que ces et de sortir dans le laxisme, Mohamed. Permettre à ce que ces interdictions-là au moins soient en partie respectées et que l'exploitation soit conventionnelle et surtout aussi que le respect, c'est-à-dire des standards, soit de mise, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si chacun peut se lever, se trouver une machine destructrice quand même de l'environnement,
Je crois que dans 50, même pas 50 ans, c'est loin, dans 20 ans, 10 ans, 15 ans, ça va être très difficile d'habiter à certaines zones de notre pays. En tout cas, l'État doit porter un regard très pointu de ce côté-là. Et sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le développement annoncé d'ici 2040 de la Guinée tourne autour de l'exploitation, en tout cas des minéraux dans notre pays. Ouais, et si nous ne prêtons pas garde, cette exploitation minière, justement, va nous laisser des terres rudes dans le pays. Et c'est surtout ça, parce que les mines s'épuisent, hein? Voilà. Donc les mines s'épuisent et puis ça laisse aussi des trous un peu partout. À travers Bofa aujourd'hui, bloqué, vous allez comprendre, en Haute-Guinée, c'est la même chose, c'est la même réalité. C'est pourquoi, encore une fois, il faut interpeller le gouvernement sur l'aspect environnemental. C'est très important, parce qu'après tout, c'est nous qui allons quand même rester dans ce pays-là. Et s'il se trouve que les règles de compensation, les mesures de compensation ne sont pas prises, ça va être très compliqué pour des citoyens-là, parce qu'il y a des endroits aujourd'hui qui avant étaient quand même propices notamment à l'agriculture, ne le sont plus aujourd'hui. Des terres qui ne peuvent plus être exploitées. Les mines ont tout pris. Les mines ont tout pris. Il y a des trous béants qui ne sont même pas parfois, bouchés. Il y a un véritable souci aujourd'hui de compensation. De compensation. Direction Guinée-Bissau, où la Commission nationale des élections oppose une fin de non-recevoir aux recommandations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la publication de résultats issus du scrutin présidentiel et législatif. La Commission nationale annonce justement de n'être pas à mesure de proclamer les résultats. Il dit, je cite, « Il ressort que les ordinateurs utilisés pour centraliser le résultat auraient été vandalisés par des militaires. » Décryptage à suivre dans cette émission avec vous, Mohamed. C'est pas à quoi vous vous attendez de ce côté-là. La publication des résultats officiels. C'est ce qui est recommandé par la CEDEAO. C'est ce qui était recommandé par la CEDEAO. C'est ce que la CEDEAO avait demandé. Et la CEDEAO elle-même qui a été sur le terrain, parce que nous avons vu toute une délégation quand même à la tête, Madabio en Guinée-Bissau, pour pouvoir quand même résoudre cette crise à la va-vite post-électorale. Et finalement, c'est une note qui sort officiellement pour dire qu'on ne peut plus avoir droit à la publication de ces différents résultats. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne peut-on plus publier ces résultats issus quand même du scrutin ou du double scrutin du 23 novembre dernier? La Commission électorale nationale CNE a officiellement déclaré que les conditions logistiques et matérielles pour conclure le processus électoral n'étaient plus réunies, selon le récit quand même détaillé par le secrétaire exécutif Idrissa Diallo, exécutif adjoint Idrissa Diallo, qui quand même a fait une conférence même, une sortie médiatique pour parler de la destruction même physique, disons, de ce matériel électoral. Il faut parler d'abord notamment les procès-verbaux, parce que ces procès-verbaux qui concernent notamment des papiers qui étaient présents dans la salle même ont été détruits, apprend-on, des documents notamment en provenance des régions d'Oyo et Cacheux. Il s'agit des réservoirs de voix importants qui ont été interceptés et qui auraient été, détruits, parce que ces documents-là étaient quand même, en partance pour la capitale. Il faut parler également des arrestations, parce que durant l'attaque, nous avons vu quand même qu'il y a eu notamment le président de la CNE qui a été arrêté, également des membres de la Cour suprême. Il y a eu des réactions, aussi ce blocage aujourd'hui, notamment des questions, même des journalistes qui quand même décrivent aujourd'hui une situation beaucoup plus compliquée pour avoir quand même, une certaine main sur ces résultats-là. Alors que la CNE qui a fait cette annonce
lors d'une conférence de presse, je l'annonçais à Bissau, c'était même le 2 décembre dernier, répondant à une question ou une préoccupation de la CEDEAO qui avait exigé à ce que ces résultats-là soient publiés pour parfaire ce processus. Finalement, parce que la CEDEAO a dû changer de position. Évidemment, nous avons vu que le CEDEAO qui dit et qui se dédie, le CEDEAO qui avait acté dans un premier temps le coup d'État et qui avait consommé le coup d'État, la CEDEAO qui avait appelé ou exigé le retour à l'ordre constitutionnel, et nous savons réellement à quoi trait cette expression quand on parle de retour à l'ordre constitutionnel. Il s'agit de revenir ou de remettre les choses, c'est-à-dire à zéro, pour aller sur une nouvelle base. Alors on avait compris que le coup d'État avait été acté par la CEDEAO, et finalement cette même CEDEAO qui quand même prend tout le monde à contre-pied, il faut le dire, qui se dédie et qui dit et qui exige finalement la publication des résultats. Alors la Commission nationale des élections a été claire, et cette position de la CEDEAO, est-ce qu'elle va aujourd'hui changer? Pour le moment, il faut dire qu'il n'y a pas encore une nouvelle décision. Peut-être celle qui pourrait éventuellement, disons, mettre dans le pays dans une mauvaise posture, parce que avec l'habitude que le CEDEAO nous offre ces derniers temps, c'est la suspension, et la CEDEAO et l'Union africaine, c'est la suspension des instances, disons, de l'institution. C'est déjà fait depuis le lendemain du coup d'État pour la CEDEAO. C'est déjà fait. Du pays, je parle de l'Union africaine qui traîne encore. L'Union africaine a emboîté les pas. Vous comprenez? Non, par rapport à la faisabilité des choses, et pour ce qui est de la publication des résultats, on n'a pas encore vu de réactions après l'exigence qui a été faite. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de la suspension. Ça, nous savons réellement, dès que le coup d'État est là, c'est que la première décision qui suit le coup d'État dans ce pays, dans le pays où il y a eu lieu, c'est la suspension. Ça a été le cas pour la Guinée, le Gabon, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, donc tous les pays qui ont connu ces derniers temps, disons, le coup d'État. Voilà, Yamoussa Cheikh, rapidement, est-ce que on peut dire que, puisqu'on s'est posé de questions il y a de cela une semaine, est-ce que la CEDEAO pouvait-elle parvenir à imposer son autorité, ou tout simplement confirmer son inexistence, et ce qui se passe au niveau de la Guinée-Bissau en dit long assez? Non, mais si elle continue à exiger la publication des résultats, son inexistence va s'affirmer. Ce sont des recommandations qui ne sont pas contraignantes. Oui, mais son inexistence va s'affirmer à 100%, puisque la Commission nationale électorale a dit qu'il n'y a plus de possibilité de publier ces résultats-là. Alors, où ces résultats, où on va tirer ces résultats finalement? Alors d'ailleurs, ce qui est fait comme exigence par rapport à la publication de ces résultats-là, c'est avéré comme une situation déjà perdue à l'avance, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui, mais perdue et par la CEDEAO aujourd'hui, surtout par la CEDEAO, parce que c'est son exigence à elle. Mais dès l'instant où un président de la transition a été investi, est-ce qu'on peut quand même nous exiger la publication des résultats des élections? Et non, ça c'est pour quel régime démocratique, pendant qu'on est déjà dans la transition? Alors il faut que la CEDEAO accepte peut-être de réinventer la roue pour essayer de venir avec d'autres exigences, pour mettre pression sur les militaires en Guinée-Bissau afin de favoriser aujourd'hui le retour rapide à l'ordre constitutionnel, puisque le coup d'État il a été consommé, Embalo n'est plus en Guinée-Bissau, Hortantam a été investi président de la transition pour une durée d'1 an. Alors qu'est-ce qui va remettre la pendule à l'heure de ce point de vue-là? Moi je me dis, l'heure de la publication des résultats n'est plus active, mais plutôt il faut essayer de favoriser le retour à l'ordre constitutionnel, puisque c'est cela la situation aujourd'hui. Thiam, en 2 minutes, est-ce que le fait de corrompre toutes les traces pouvant aboutir à la publication de ces résultats-là ne signifie pas par endroit que Embalo avait déjà perdu ses élections? C'est ce qui explique effectivement tous ces agissements. Bon, là, moi je dirais que ces résultats, leur publication n'était plus
ça n'avait plus d'importance parce que le coup d'État est fait. Le président Ambalo n'est plus en Guinée-Bissau. Justement aussi. Au Sénégal, en Gambie et maintenant vers le Maghreb. Le Congo après le Maroc. Voilà. Donc, ce n'était plus censé. La CEDEAO devait plutôt, comme l'a dit Cheikh, aller vers un retour à l'ordre constitutionnel rapide. Un an du président Tam, au cours d'un an, essayer de trouver un accord pour réorganiser une autre présidentielle, puisque après la dissolution des instituts du pays, le président de la transition investit, mais qu'est-ce qu'on fera de ces résultats de la présidentielle et du double scrutin, je voulais dire. Ce n'était plus censé, il fallait jouer sur d'autres cartes pour le pays puisse retrouver sa stabilité. Justement. Voilà ce qu'on peut dire, si vous êtes d'accord, on ferme portes et fenêtres de cette émission. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Ça n'est terminé pour ce numéro de ces jeudis. Merci, Mohamed Loba, d'être passé ce matin. Merci, Diallo. Merci à tous. Merci, Dienam Tchama. Merci beaucoup. Yom Sasek, merci. C'est un plaisir. Merci à la technique du côté radio. Nous avons Fanta Damaro au niveau de la télé. Nous avons Fatmata Kaba à la réalisation, Michel Ouamonou, tout sous la coordination de Vaba Poivogi. Merci de votre fidélité. On se reprend demain si tout va bien, Inch'Allah.